Dans son célèbre Temps et récits, ainsi que dans l'ouvrage au titre évocateur Soi-même comme un autre, publié respectivement en 1983 et 1990 aux éditions du Seuil, le philosophe et théoricien Paul Ricoeur s'intéresse, entre autres choses, à la notion d'identité. Chez les êtres de chair et de sang, comme chez les personnages d'encre et de papier, Ricoeur s'emploie en effet à mettre en évidence des structures de continuité de soi-même, sans pour autant nier la présence de discontinuité dans l'identité de chacun, ne serait-ce que parce que nous sommes immanquablement soumis au temps qui passe. Il s'agit précisément d'étudier ces changements, de les prendre en considération, tout en dégageant de l'invariant, de la permanence de soi. Cette interrogation sur l'identité personnelle ne date pas d'hier, et cette permanence du moi a notamment été remise en cause par les penseurs issus du courant empiriste, au premier rang desquels David Hume, qui, dans son traité de la nature humaine, déclarait que le moi n'était, je cite, qu'une idée fictive. L'homme ne serait, en dernière analyse, que multiplicité de perceptions, sans aucune unité. On pourrait également citer John Locke, pour qui l'identité personnelle ne se bornait qu'à une question de mémoire, ou encore Derek Parfit et bien d'autres. Mais il n'est pas question ici de développer l'ensemble de ces théories. Ricoeur se démarque en effet de cette tradition pour livrer une définition clivée de l'identité. Je cite page 140 de Soi-même comme un autre. D'un côté, l'identité comme mêmeté, latin idem, anglais sameness, allemand Gleichheit. De l'autre, l'identité comme ipséité, latin ipse, anglais selfhood, allemand Selbstheit. Autrement dit, pour bien saisir l'identité humaine, il faut faire une distinction entre le fait d'être le même, idem, et celui d'être soi-même, ipse. D'une part, les caractères invariants, ceux que nous conserverons tout au long de notre vie, idem, comme les empreintes digitales ou notre code génétique par exemple, et qui nous différencient en propre. D'autre part, ce qui est amené à évoluer à travers le temps et les expériences, bien que cela reste nous, une identité de soi ipsée, variable, changeante, ne présupposant point de noyau de permanence dans le temps. Ce problème philosophique de l'identité et de la permanence du moi, Ricoeur le transpose au domaine littéraire, où nous ne sommes plus bornés à une étude de l'ego sur le temps court, puisque l'œuvre nous donne accès à des tranches de vie entières, voire à des vies entières. On peut penser notamment au roman d'apprentissage, cas privilégié pour étudier comment le soi se maintient et se reconnaît dans le temps, malgré les évolutions liées à l'expérience et au vécu. Le soi n'est plus le même, son identité change, mais il se reconnaît soi-même comme soi. Ricoeur s'intéresse donc à la question de l'identité narrative, l'identité des personnages de romans. Mais qu'en est-il des autres arts ? Si la littérature s'avère être un laboratoire d'études privilégié concernant la question du soi, comment les autres arts peuvent-ils prendre en charge, manifester ces questions du changement et de la permanence identitaire ? Pour notre part, nos recherches portant principalement sur le ballet et les rapports entre littérature et danse, nous nous concentrerons sur ce domaine et tenterons de voir comment l'identité d'un personnage peut être constituée à partir du texte littéraire et vers une chorégraphie. Comment l'identité narrative d'un individu peut se transcrire dans la forme du ballet s'il est possible d'en obtenir une approximation par le geste. Il s'agira ainsi de cerner la manière dont le changement est mis en corps. En somme, pour reprendre les mots de Ricoeur, nous tenterons de voir comment un personnage de ballet peut recevoir une caractérisation en termes d'idem et d'ipsé dans cet art du temps et de l'espace qu'est la danse. Une telle entreprise ne pouvant se borner à de simples considérations théoriques coupées de toute illustration, nous avons choisi de travailler à partir d'un cas d'étude précis. Carmen, célèbre nouvelle de Prosper Mérimée, publiée en 1847, et l'une de ses adaptations en ballet, chorégraphie de Alberto Alonso, dont nous étudierons deux versions. La première, datée de 1967, exécutée par la troupe du Bolchoï, avec la célèbre ballerine Maya Plisetskaya dans le rôle de Carmen, et Nikolai Fadeyev dans celui de Don José, et une reprise plus récente, chorégraphie remontée justement en hommage à Maya Plisetskaya, toujours par la troupe du Bolchoï, l'actuelle, cela va de soi, captation datée de 2012,
avec comme principaux danseurs Svetlana Zakharova et Andrei Uvarov. Notre analyse portera principalement sur le personnage de Don José, amant de la fameuse Carmen, et sa caractérisation en termes d'idem et d'ipsé au travers de la chorégraphie. Étude de l'identité narrative à partir du choix des pas et des mouvements définis par le chorégraphe. En toute logique, nous commencerons donc par un rapide retour sur le contenu de la nouvelle de Mérimée. L'histoire de Carmen, belle et sulfureuse bohémienne, est insérée dans un premier récit, à la première personne, celui d'un archéologue qui parcourt l'Espagne et tombe, au hasard de ses pérégrinations, sur un fameux contrebandier, José Navarro, envers qui il se montre bon et secourable, lui évitant notamment une fâcheuse rencontre avec des lanciers dépêchés pour l'arrêter. Par un concours de circonstances, les deux hommes se retrouvent quelque temps plus tard à Cordoue, ville où le narrateur fait la connaissance de la fameuse Carmen, et où Don José a l'occasion de s'acquitter de sa dette en aidant à son tour son nouvel ami. Réunis une dernière fois quelques jours avant l'exécution de Don José, désormais mis sous les verrous pour ses crimes, les deux hommes discutent dans l'intimité d'une cellule, et c'est l'occasion pour Don José de raconter à son camarade la tragique et destructrice passion qui a causé sa perte. Sa romance avec Carmen. Devenant narrateur à son tour, Don José décrit sa rencontre avec la bohémienne, la naissance de sa folie amoureuse et sa progressive déchéance, de la légalité à l'illégalité, de la droiture aux manigances, de son poste de brigadier au métier de contrebandier. Forcé de démissionner de ses fonctions, de prendre la fuite et de se faire contrebandier, avant de finalement tuer sa maîtresse en dernière extrémité. Radicale mutation identitaire sous l'influence corruptrice de l'amour qui se perçoit dans le texte de Mérimée et, c'est ce que nous tenterons de montrer, dans la chorégraphie des ballets de Carmen. Avant de rencontrer Carmen, Don José se décrit en effet comme un brave brigadier originaire de Navarre, noble, bien disposé au combat et promis à une brillante carrière militaire. Je cite « Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Batzan. Je m'appelle Don José Lizarra Bengoa. Et vous connaissez assez l'Espagne, monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c'est que j'en ai le droit, et si j'étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur parchemin. On voulait que je fusse d'église, et l'on me fit étudier, mais je ne profitais guère. Je rencontrais des dragons et je m'engageais dans le régiment d'Almanza, cavalerie. Les gens de nos montagnes apprennent vite le métier militaire. Je devins bientôt brigadier et on me promettait de me faire maréchal des logis quand, pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabac à Séville. C'est en effet à Séville que Don José, alors qu'il est en faction devant une manufacture de tabac où travaillent de nombreuses ouvrières, fait pour son plus grand malheur la rencontre de la Carmencita, qui, passant nonchalamment devant lui, joue de ses charmes et achève sa parade en lui jetant une fleur au visage. Scène rendue célèbre par l'opéra de Bizet et véritable élément déclencheur de la transfiguration du héros. Elle me la lança, d'un mouvement de pouce, juste entre les deux yeux, dit-il au narrateur. Monsieur, cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Dès cet instant, Don José commence à s'éprendre de Carmen, passion qui va le forcer à abandonner progressivement ses valeurs et son intégrité. Au fil des pages de la nouvelle de Mérimée, on assiste en effet à une gradation progressive dans les transgressions qu'il est amené à accomplir par amour. Peu après leur rencontre, Carmen est arrêtée pour avoir agressé l'une de ses collègues dans la manufacture de tabac et c'est précisément Don José qui est chargé de la conduire en prison. C'est lors de ce transfert que se produit la première d'une longue série d'infractions commises pour les beaux yeux de la bohémienne. Don José accepte en effet de la laisser fuir et gêne l'intervention de ses camarades d'armes lorsqu'il se lance à sa poursuite. Cette complicité lui vaut un court séjour en prison et une sévère rétrogradation. Elle marque le premier accroc dans son irréprochable conduite et se révèle lourde de conséquences au vu de ses prétentions de carrière. C'est la première des transgressions dites passives, en l'occurrence, se contenter de fermer les yeux et de laisser filer la belle, mais qui céderont ensuite la place à des actions bien plus hardies et compromettantes. Parmi les transgressions encore timides, on peut également citer le jour où Don José manque l'appel pour rester plus longtemps auprès de son amante dans la maison de la rue Candelijo.
Ou encore la fois où il cède au chantage de Carmen et accepte de fermer les yeux et de laisser passer les contrebandiers alors qu'il est censé surveiller le mur d'enceinte de la ville. À ces quelques transgressions timides, commencent déjà à se joindre des pensées plus osées, fruits de la jalousie. Don José commence en effet à envisager le meurtre de certains prétendants de Carmen, comme on peut le voir dans l'extrait suivant, alors qu'il est posté à la porte d'une soirée où Carmen se produit comme danseuse. Je cite : « C'est ce jour-là, je pense, que je me mis à l'aimer tout de bon, car l'idée me vint 3 ou 4 fois d'entrer dans le patio et de donner du sabre dans le ventre de tous ces freluquets qui lui contaient fleurettes. » Le meurtre est donc envisagé, mais, une fois de plus, nous ne sommes pas encore dans le domaine de l'action. C'est en agressant, voire en tuant, la réponse ne nous est pas explicitement donnée, l'un des prétendants de Carmen, que Don José saute le pas et se condamne définitivement. En effet, c'est à la suite de cet événement qu'il est contraint de quitter Séville et d'épouser définitivement la vie de hors-la-loi. Il travaille désormais avec les autres bohémiens et se livre à toutes sortes de pillages et d'exactions, la plupart du temps savamment orchestrés par Carmen elle-même. Un palier de plus est alors franchi puisque, jusqu'alors, les méfaits, si l'on peut dire, de Don José n'étaient jamais prémédités. Il agissait toujours sur le coup de la colère ou de l'émotion, dans la précipitation. En se faisant brigand, ses délits sont désormais assumés et orchestrés. Ils font partie de sa vie, c'est ainsi qu'il la gagne d'ailleurs. On assiste ainsi vraiment à un revirement total, une modification radicale de l'attitude du personnage. De bons petits soldats intègres à bandits de grand chemin. Une modification qui atteint son climax à la fin de la nouvelle avec les meurtres plus ou moins prémédités, du moins pleinement voulus, de Garcia, le mari de Carmen, puis de Carmen elle-même. Cette tragique histoire d'amour rappelle en de nombreux points celle de Manon Lescaut, roman de l'abbé Prévost. Même configuration narrative, un narrateur second racontant ses malheureuses amours à un narrateur premier. Même figure féminine séduisante et lascive, aussi encline au plaisir matériel que charnel. Même situation de départ, un jeune homme de bonne famille promis à une brillante carrière qui tombe quasi instantanément amoureux d'une belle jeune femme de mauvaise réputation et l'aide à échapper à son destin, le couvent pour Manon, la prison pour Carmen. Même projet, ou du moins proposition, de se ranger et de partir vivre honnêtement dans le nouveau monde. Et pour finir, même fin, justement, pour nos deux héroïnes, mortes et enterrées par leurs amants respectifs, l'une dans un bois, l'autre dans le désert. Mais revenons-en au ballet lui-même. Comme vous avez peut-être déjà pu le remarquer dans les extraits vidéo précédents, la gestuelle des interprètes de Don José évolue considérablement au cours du ballet, qui est cependant assez court, un peu moins d'1 heure. Dans les premières scènes, le tempérament de Don José, et a fortiori sa gestuelle, ont pour principale caractéristique la droiture. Don José se présente en effet comme un brigadier modèle, très attaché à la consigne, mot que Mérimée ne cesse de lui mettre dans la bouche, et toujours soucieux d'agir, je cite, « comme un bon soldat ». La première fois que Carmen sollicite son aide pour fuir, elle s'entend ainsi répondre « Il faut aller à la prison, c'est la consigne. Il n'y a pas de remède ». Qu'il s'agisse des dégagés, des battements ou des tours au retiré, les mouvements sont droits, nets, précis, toujours caractérisés par une certaine verticalité. Très peu de flexion, juste le strict minimum pour permettre quelques sauts. Aucune arche, aucun cambré, aucun courbé. En effet, à l'exception de quelques mouvements de bras raides et saccadés, le haut du corps semble complètement rigide. Les mains sont le plus souvent posées aux hanches, dans une sorte de pose militaire. Les gestes sont déliés, entrecoupés de petites pauses, savamment réglées sur la musique, comme lors d'une parade militaire. On a presque un petit côté robot. On remarque que cette gestuelle si caractéristique est la même pour tous les danseurs interprétant des soldats. Les chorégraphies de groupe soulignent ainsi cette appartenance de Don José au corps de l'armée, dont il n'est pour le moment qu'un élément,
un constituant encore indifférencié. Il ne va cependant pas tarder à sortir du moule, à faire un écart décisif de conduite sous l'influence de Carmen. La bohémienne va en effet l'obliger à fléchir, c'est le cas de le dire, à modifier son ethos, sa manière d'être, et par conséquent la manière d'être à la scène du danseur. Avant même que l'évolution de Don José ne soit rendue manifeste par son changement d'état et donc de tenue, de costume, abandon de l'uniforme de brigadier pour les vêtements de bohémien, la métamorphose est perceptible dès ses premiers échanges avec Carmen par sa seule manière de se mouvoir. Certes, les gestes ne changent pas immédiatement de manière radicale. On retrouve encore les mêmes pas, mais une intention nouvelle y est mise. Ils ne sont pas dansés de la même manière, l'énergie a changé. Ces enchaînements de mouvements si caractéristiques qui faisaient l'être de Don José se modifient imperceptiblement, mais cela change pourtant tout. On reconnaît encore l'éthos de Don José, mais on le sent déjà glisser vers autre chose. C'était plus fort que moi. J'étais comme fou. Je ne faisais plus attention à rien. J'étais comme un homme ivre. Ma foi, j'oubliais la consigne et tout, peut-on lire chez Mérimée. Tout comme la littérature avant lui, le ballet devient alors le lieu d'une dialectique de l'idem et de l'ipsé. Don José demeure le même que lui-même, idem, mais on le sent malgré tout évoluer au fil de sa vie et du ballet. À la différence des contes de fées, qui nous mettent souvent face à des personnages surdéterminés et monolithiques, ici l'ipsé prime sur l'idem. Le ballet va justement développer, manifester la métamorphose du personnage. Il y a dans les nouveaux pas, comme dans ceux qui sont repris, une nouvelle ampleur, davantage de mobilité. Comme si l'on avait quelque peu relâché les ficelles du pantin, desserré les vis du robot que nous évoquions si avant. Une attitude en résumé plus souple. Rien qu'entre le début et la fin de ce solo, on peut d'ailleurs voir la transformation à l'œuvre. Irruption du lyrisme amoureux, les poses rigides cèdent la place à plus de fluidité, mais laisse aussi transparaître déjà une certaine souffrance. En effet, on perçoit à sa danse que le personnage est tiraillé par le changement qui s'opère en lui, incapable de concilier sa droiture et sa passion pour une criminelle. Les bras s'étirent vers l'objet du désir, puis se replient sur soi, sur le devoir, sur la consigne, la fameuse consigne. Les tambours ont cessé, la parade militaire n'est plus d'actualité, et c'est un nouveau Don José qui se révèle. Olivier Barra, professeur à l'université de Lyon 2, souligne bien cette mutation de Don José. Au début de la nouvelle, et du ballet, Don José est une figuration de l'ordre. L'ordre de la société, d'une part, en sa qualité de soldat, et l'ordre viril, d'autre part, ce que doit être un homme dans les écrits du XIXe siècle. Or, on suit justement la manière dont il va sortir de cet ordre, être amené à le faire éclater. Sortir du cadre social, militaire, en se faisant brigand, mais aussi sortir de la posture virile qu'il occupait jusqu'alors. Dépossédé des prérogatives de son sexe par la castratrice Carmen, qui pousse l'inversion du rapport de force jusqu'à le transformer en un être suppliant. Jusque dans la dernière scène, celle où Don José s'apprête à ôter la vie à Carmen, c'est elle qui continue de mener la danse, et c'est Don José qui la supplie de ne pas le contraindre à passer à l'acte. La mort de Carmen, qu'on aurait pu interpréter comme un acte libératoire, n'occasionnera cependant pas de retour à la normale. Du moins pas du côté de la virilité. En effet, c'est plutôt l'abattement, le renoncement, qui caractérise la posture de José après son homicide. État traduit ici par l'immobilité du danseur. José donne la mort et renonce lui-même à la vie par la même occasion, courant se rendre au lancier pour avouer son crime et recevoir la sentence qu'il mérite. Cette action peut être vue comme une preuve de faiblesse. Résignation, abandon, facilité de mourir,
facilité de se faire donner la mort, passivité en somme, ou comme une preuve de courage et de noblesse, s'infliger le même châtiment qu'on a infligé à celui qu'on aimait et recouvrer une forme de légalité en se rendant de soi-même aux forces de l'ordre. Résurgence d'un fond de droiture qui, semble-t-il, n'avait jamais quitté Don José. Rappelons-nous en effet ces mots du héros de Mérimée. « Je ne suis égyptien que par hasard, et pour certaines choses, je serai toujours franc-navarrais. » Clin d'œil final qui souligne la permanence de l'éthos de départ malgré les évolutions et vient clore, ou presque, notre étude sur la dialectique de l'idem ellipsé. Pour conclure, au lieu de résumer ce que nous avons déjà dit au cours de notre étude, nous souhaiterions plutôt attirer l'attention du public sur le paradoxe qu'il y a à étudier l'identité d'un personnage de ballet. Il est évident que le geste, et a fortiori sa signification, est toujours fonction de l'individu qui le réalise. En effet, la danse se construit sur le principe d'adhérence, le corps comme support, et dépend donc intrinsèquement de celui qui la performe. Le même mouvement ou la même variation ne produiront pas les mêmes effets, ne dégageront pas la même chose selon la personne qui les exécute. Dans la préface aux lettres sur la danse, de nos vers, Maurice Béjart insiste sur les spécificités propres à chaque interprétant. Un danseur est avant tout un corps. Je cite, une morphologie particulière, une musculature particulière et des possibilités cinétiques particulières. Le tout animé d'une certaine intention, elle aussi propre à chacun. Si l'on reprend l'exemple de Carmen, force est de constater que Nikolai Faddeev, en 1967, et Andrei Uvarov, en 2012, n'incarnent pas du tout Don José de la même manière, bien qu'ils soient censés suivre la même chorégraphie. Ils sont supposés réaliser les mêmes figures, mais leurs prestations sont cependant radicalement différentes. On pourrait dire que ceci est partiellement lié au grand laps de temps qui sépare le ballet originel de sa reprise récente, mais cela ne justifie pas tout. Si l'on se borne à la version de 2012, le rôle de Don José n'était pas assuré tous les soirs par le même interprète. Andrei Uvarov cédait tantôt la place à Alexander Folchkov, tantôt à Andrei Merkourievne, tantôt à Yuri Klevstov, donnant à voir à chaque représentation un Don José différent, tant en termes d'ipsé, dans l'histoire, qu'en termes d'idem, dans la réalité. Le ballet ne devant sa survie qu'à ses reprises successives, il est important de noter et de faire remarquer que ces personnages sont sans cesse appelés à se modifier ou à être modifiés dans leur représentation. D'où le paradoxe précédemment évoqué. Si la question de l'identité du personnage littéraire pouvait déjà s'avérer fort complexe, celle du personnage de ballet semble l'être davantage encore, du fait de cette problématique de l'interprétation justement. Nous terminerons donc sur cette intéressante remarque qui mériterait d'être creusée davantage et qui fera peut-être l'objet de l'un de nos futurs travaux.